Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Alors, soleil, plage, randonnée, gastronomie, vous savez, la Martinique, une vraie carte postale qui fait rêver le monde entier. Une question se pose, est-ce que nous, les Martiniquais, nous en rêvons? Est-ce qu'elle fait rêver la Martinique? Avec nos 4 invités du terrain, ce soir, nous tenterons de répondre à cette question et aussi de savoir si nous aussi, on peut profiter de notre île. Est-ce que le tourisme martiniquais est pensé pour nous, les Martiniquais? Merci à vous d'être là tous les 4. C'est parti, faut que nous causer. En nous parler de ça qui est à nous. Ce soir, nous allons essayer de comprendre un certain nombre de vos réalités. On va se tourner vers vous, Madame Frédérique d'Espagne. Vous êtes Bonsoir, notre invitée ce soir. Bonsoir et merci d'être là pour une deuxième fois. c'est avec plaisir. Mais c'est un plaisir de vous recevoir également. On va se faire beaucoup de compliments parce qu'on s'apprécie évidemment. J'ai une première question pour répondre à cette interrogation que nous avons. Quels sont les chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres réels qui montrent l'intérêt ou le désintérêt des Martiniquais envers le RIL, le tourisme local? Alors, oui et non, on a des chiffres bien sûr du tourisme, on a des chiffres de visiteurs, que ce D'accord, soit émanant de l'INSEE, émanant du Comité martiniquais du tourisme ou d'autres institutions du tourisme. Maintenant, le visiteur, le touriste est comptabilisé comme une personne n'évoluant pas sur le territoire. Donc, d'accord. je recoupe votre notion et je la rejoins de tourisme local, également appelé tourisme interne, tourisme domestique. Alors, on peut toujours avoir des statistiques par les fréquentations locales diverses qui peuvent nous être fournies par tel site d'excursion ou par telle activité. D'accord. Mais effectivement, au national, en termes de statistiques, les sources officielles communes et comparables vont effectivement recouper la notion du touriste qui est celui qui ne réside pas sur le territoire. Donc D'accord. bien sûr que ce tourisme est fondamental et peut être quantifié. Par exemple, dans l'Hexagone, ce tourisme domestique représente plus de 40% du tourisme, voire 60% sur certaines régions, le tourisme, donc les Français qui visitent la La France. France, Hein. oui. Et bien sûr que nous avons des touristes martiniquais. Maintenant, la quantification est un peu délicate. Pourquoi, Eh bien, selon vous? parce que je pense que en termes de statistiques et de remontées et d'observatoires, Mhm. bien que beaucoup d'efforts aient été faits, nous n'en sommes pas à ce point de finesse. En tout cas, D'accord. parmi les sources que j'ai pu comparer. Alors, je peux vous dire hein, que en Martinique, il y a un petit peu moins de 990 000 visiteurs par an, mais je peux beaucoup plus difficilement, et des nuitées hôtelières, je peux également vous les dire, mais je peux beaucoup plus difficilement vous quantifier parmi les Martiniquais, quelles ont été leurs activités touristiques, à quelle fréquence et sur quel volume. Est-ce que Voilà. vous pensez que ce recensement pourrait aider les professionnels du tourisme sur place ou pas du tout? Pour moi, il serait fondamental parce D'accord. que un tourisme écologique et pas dans le sens nécessairement écologique au sens environnemental, mais un tourisme au sens de l'écologie humaine, c'est-à-dire un tourisme qui est convaincant, qui persuade ses habitants, est un tourisme réel. Si les Martiniquais ne sont pas convaincus par leur propre tourisme, Mhm. ou si les locaux ne sont pas convaincus par leur propre tourisme, alors je crois qu'il peut y avoir beaucoup de déséquilibre. Là où je trouve que les destinations comme la Réunion ont profondément réussi, ce sont des destinations qui avec les contraintes hein, de leur tourisme externe parfois aléatoire, ont réussi, notamment avec la région Léo, enfin toute une série d'activités depuis maintenant 5 à 10 ans, ont réussi à fédérer un tourisme local. Les Réunionnais visitent la Réunion et cela permet de stabiliser le tourisme. Les tarifs résidents y sont pratiqués, une véritable fidélisation des Réunionnais par la Réunion est effectuée. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas du tout le cas en Martinique. Je dis qu'il y a des efforts qui sont faits, mais que ces efforts ne sont pas systématiques. Si vous D'accord. allez dans un établissement hôtelier, vous n'avez pas nécessairement des tarifs dits résidents comme on peut en retrouver dans la Caraïbe, assez automatiquement. Mhm. Donc, je pense qu'il y a une marge de progression, un axe de progrès. Je n'ai pas l'esprit critique là-dessus. Je pense que les hôteliers, les restaurateurs et d'autres gagneraient, et d'autres acteurs gagneraient à favoriser
la clientèle dite domestique, le tourisme dit local. C'est ça, ce qu'on appelle, aussi les loisirs de proximité, en fait, Absolument. hein. C'est ça. Merci, madame Dispan pour ces indications. Je me tourne vers vous, votre voisin, qui est monsieur Christophe Lupon. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes, comme les Itata vont le voir, vous êtes, propriétaire, pardon, du restaurant Cano qui se trouve aux Trois-Îlets, c'est ça? oui. Voilà, et vous êtes aussi président de l'UMI. Alors qu'est-ce que l'UMI? Est-ce que vous pourriez nous L'UMI, éclairer c'est un là-dessus? syndicat des hôteliers et des restaurateurs, donc l'Union des métiers des industries hôtelières. Donc c'est un syndicat national qui a des D'accord. branches dans toutes les régions et les départements françaises. Et donc, je suis le président sur la Martinique. L'UMI. Alors, que fait l'UMI en termes de propositions pour les locaux? Alors, je reprends parce que ce n'est pas du tout le rôle d'un syndicat, D'accord, faire des propositions pour les locaux. L'UMI est un organe de représentation des adhérents, donc particulièrement des adhérents, mais aussi de toute la profession, donc de tous les restaurateurs et tous les hôteliers de la Martinique, auprès des instances locales, donc que ce soit la région, la préfecture, donc on ne la peut pas le collectivité pointer du territoriale. doigt. On n'a rien à voir, Très on bien. est censé rien à voir Merci d'éclairer ce point. avec la promotion du tourisme de manière générale. Bien sûr, bien évidemment, on y participe, mais ce que je peux dire par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, Oui, c'est que l'ensemble des adhérents de l'UMI, ou que ce soit l'ensemble des hôteliers et restaurateurs de l'île, n'ont pas la faculté légale de pratiquer des tarifs résidents. Ok. ah, C'est quelque chose qui existait donc particulièrement sur les hôtels jusqu'aux années 90, fin mi-90, pardon, et on a été, comment dire, on nous a demandé, on nous a dit clairement, à l'époque, je ne sais plus d'où ça venait, franchement j'étais encore presque étudiant, que les tarifs résidents étaient quelque chose d'illégal, c'est de la discrimination, donc on va favoriser une population par rapport à une autre et pourtant ça en existe France. partout ailleurs. En France. Dites-moi si je me trompe, madame d'Espagne, Ouais, monsieur. il y a une façon de le présenter, ce tarif résident. Certains établissements vont par exemple organiser des journées. Ça existe déjà. Ça existe, hein, Bien c'est sûr. je donne un exemple, hein. D'accord. Donc, certains établissements vont pratiquer cela. Donc, ils ne vont pas effectivement mettre l'étiquette tarif résident ou établir une discrimination. Mais dans l'offre, on voit très clairement que les résidents peuvent en bénéficier et que c'est à leur destination. D'accord. En fait, il y a des offres locales, on va dire ça comme ça. Pour des gens qui sont déjà sur place, et particulièrement les habitants de Martinique, des hôtels ouvrent leurs portes, font des journées, journée à la piscine, journée buffet, ce genre de choses-là. Les restaurants sont ouverts à tous. Et toutes les autres activités qui ne dépendent pas du syndicat, donc de l'hôtellerie et de la restauration, et toutes les autres activités de loisirs, c'est ce que vous disiez, en fait, le tourisme local, c'est plus de l'accessibilité aux loisirs, qu'ils soient payants ou gratuits, donc en termes de visite, aller à la plage, visiter la montagne, faire une randonnée, même si les randonnées ne sont plus gratuites, pas toutes en tout cas maintenant, c'est de la participation aux loisirs. Est-ce que les Martiniquais ont accès à tous les loisirs dits touristiques du territoire? Je pense qu'on va débattre de ça. Oui, absolument. On tentera en tout cas de répondre à nos questions par ce biais. Évidemment, merci Monsieur Lupon. Je me tourne vers vous. Bonsoir à vous, Monsieur Gilles Vicrobec. Vous êtes, en quelques mots, pour vous présenter, merci de votre présence. Vous êtes président du comité de randonnée pédestre Martinique. Voilà. C'est ça. Alors, globalement, est-ce que vous pouvez nous présenter c'est une association? Alors, c'est une association locale qui représente en fait, qui est l'émanation de la Fédération française de randonnée. Et donc, au niveau des régions, nous avons des comités régionaux, alors, un comité territorial pour la Martinique, et nous regroupons tous les clubs de randonnée, à savoir une trentaine, et tous les licenciés. Et nous sommes aussi gérants un peu du stade, puisque notre stade est totalement ouvert. Donc, c'est la gestion des sentiers, et nous sommes amenés aussi à travailler sur la question du tourisme, puisque nous développons des produits réceptifs pour les clubs de métropole, etc. Alors, encore dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, je crois qu'il faut qu'on arrive à déterminer ce qui est du tourisme et des loisirs. Parce que en France, dite métropolitaine, je crois, on dit encore ça ou pas? Continentale. Continentale, voilà. Donc en France continentale, le Parisien qui va visiter Nice ou Bordeaux, généralement, il a une nuitée.
il part en nuitée. Et là, on dit que le tourisme commence à partir du moment où on a une nuitée. Tant qu'on est dans son environnement local, voilà, on n'est plus vraiment dans du tourisme. Est-ce que je fais du tourisme quand je vais aux Salines? C'est la question. Non, je suis en loisir, je pratique un loisir, je vais à la plage, mais c'est pas vraiment du tourisme. C'est ce que Alors, disait Madame d'Espagne. voilà, c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire la part Le des choses, distinguo. vraiment. Voilà. D'accord. Très bien, merci. On va revenir justement sur cette notion de tourisme qui est, à mon sens, fondamentale pour répondre à cette question. Bonsoir, Monsieur Johan Bonheur. Bonsoir. Alors, vous avez une double casquette sur ce plateau. Vous êtes là en tant qu'usager, que touriste local, il faut qu'on trouve une appellation, usager en tout cas de tout ce qui est restauration, hôtellerie ici sur place, chez vous en Martinique, chez nous. Et vous êtes aussi anciennement guide touristique durant les saisons quand les bateaux accostent. C'est ça. Tout à fait, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous deviez répondre à cette question, le tourisme en Martinique est-il pensé pour les Martiniquais? Pour vous, vous diriez quoi? Alors déjà, effectivement, je reviens sur cette notion de tourisme, Mhm. de touriste, puisqu'en général, un touriste, on va plus voir quelqu'un qui n'est pas martiniquais, entre autres, peut-être dû au fait qu'on soit sur un petit territoire. Mais le touriste, par exemple, moi, quand j'habitais à Paris, je venais en vacances, je me considérais comme touriste. Maintenant que je vis en Martinique, je me considère pas vraiment comme touriste. D'accord. Mais effectivement, j'aime pouvoir consommer local, voir ce qui se passe chez moi. Et je pense que la population martiniquaise a envie donc de consommer local, mais le paradoxe, c'est que beaucoup de Martiniquais maintenant voyagent, ne serait-ce qu'aller à côté, Sainte-Lucie, la Dominique, etc. Et souvent tombent sur des prestations qui peuvent être moins chères et plus qualitatives. Et donc l'arbitrage est vite fait. Et je trouve que c'est là où peut-être que ça pêche, où on devrait peut-être aussi adapter les établissements et aussi les services à l'évolution de ce qui se fait en Martinique. Alors, c'est très bien ce que vous dites, Johan, parce que en fait, vous passez à ma première question transversale, un peu pour tout le monde. C'est la question justement du tarif, des prix. J'ai fait un petit peu ma petite enquête auprès des amis, du cercle un peu élargi, et effectivement, les mots qui reviennent souvent sont la cherté des produits. Les restaurants sont chers, les activités, les loisirs, les hôtels sont super chers, etc. Beaucoup de Martiniquais disent ce que vous venez de dire. Je préfère prendre une semaine sur un bateau en croisière plutôt que de passer 2-3 jours dans tel hôtel ou tel, parce que c'est extrêmement cher. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée arrêtée qu'on a, un préjugé qu'on a? Qu'en pensez-vous? J'estime que la cherté, c'est tout à fait relatif. C'est cher par rapport à quoi? Alors, bien évidemment, la Martinique, tout comme la Guadeloupe, donc les deux îles françaises de la Caraïbe, sont les îles quasiment les plus chères à produits équivalents de la Caraïbe, tout simplement parce qu'on est en France. C'est vrai, on Et est les plus chers, hein? qu'on a des D'accord. salaires français, qu'on a des produits européens français, donc qui ont un coût. Le fameux la vie chère de Martinique, c'est également valable pour tous les produits que vous consommez dans les restaurants. Donc, et surtout, paradoxalement, pas paradoxalement, c'est le coût d'un salaire en Martinique pour un SMIC, on va dire un salaire de base, on est sur 2000 à 2500 euros, toute masse salariale confondue en fait. Donc ce que le salarié reçoit dans sa poche, plus les charges sociales que l'entreprise va devoir payer. C'est quoi le coût à Sainte-Lucie? C'est quoi le coût à Puerto Rico? C'est quoi le coût à la Dominique? On est sur du simple au triple. Donc ça va être 600 euros globalement hein, pour un salaire à Sainte-Lucie ou à la Dominique. Donc il y a une telle différence en fait de coût de masse salariale que forcément on ne peut pas suivre en termes de tarifs. Donc forcément le tarif des prestations, il est établi par un coût d'achat du produit s'il y a un produit et un coût de la valeur travail du salarié. Si on doit aligner les salaires sur ceux de Sainte-Lucie pour avoir les tarifs des restaurants de Sainte-Lucie, Vous allez vous faire des ennemis, je pense qu'on aura un problème. C'est clair. Je pense qu'on aura un problème. Qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord parce que je pense que s'il y a une adéquation à faire, c'est le rapport qualité-prix qui va permettre de savoir si on est cher ou pas. Parce que dans la gamme de produits que nous avons en Martinique, à Barbade, il y a des produits qui sont très chers. Et sauf que nous ne satisfaisons pas les clients
qui vont acheter ce genre de produit. Ils vendent très facilement du haut de gamme. Nous, on a plus de difficultés sur le haut de gamme ici. Et bon, c'est très cher. Je crois que les clients qui viennent en jet privé faire du golf en week-end à Barbade, ils ont les moyens de venir en Martinique pour des produits qui sont chers. Oui. Voilà. Donc, le problème, c'est maintenant, qu'est-ce que vous offrez en termes de qualité par rapport au prix? Je parlais pour te couper, hein, je parlais de qualité équivalente. Donc, si tu prends Oui, un c'est ça. produit martiniquais, forcément, s'il est vendu à Sainte-Lucie, là, il sera forcément vendu à Sainte-Lucie, le même produit. Il est évident que, et même à Sainte-Lucie, à côté, ils ont des produits beaucoup plus chers que ceux de la Martinique, avec, encore une fois, des salaires beaucoup moins élevés. Et pareil à Barbade, les salaires sont beaucoup moins élevés. On a fait le choix, dans les années 90, on a fait le choix d'un type de tourisme, ok, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. On a voulu faire un tourisme accessible à tous. C'est un choix politique. Ça marche très bien. Après, il y a des îles. La Réunion fait partie. La Barbade en a toujours fait partie. La Barbade, je vous rappelle que c'est l'une des premières destinations, en fait, en termes d'ancienneté touristique de la Caraïbe. Donc la Barbade en a fait partie. Ils sont restés dans du haut de gamme. Ça n'a pas empêché d'avoir des chambres d'hôtes, d'avoir, je ne me rappelle plus le nom en anglais, pour les guest house à Barbade, donc avoir du tourisme plus accessible. Mais il y a eu un choix qui a été fait, un choix politique qui a été fait par la Barbade d'avoir du tourisme de haut de gamme. Bien évidemment, rien ne nous empêche de changer un peu les choses. Après, ça implique, tu le sais bien, Gilles, un certain nombre de conséquences qui ne seront pas forcément bénéfiques pour les Martiniquais. Tout à fait. Alors, Ok. c'est Allez-y. intéressant ce que vous dites sur le choix politique, parce que justement, je pense que l'exigence a augmenté. Et en fait, le problème, c'est qu'on a vu les prix évoluer, mais pour autant, la qualité des infrastructures, par exemple, est restée pareille, et des fois même se dégrade. Et c'est là où le parallèle se crée. On se dit, OK, à la rigueur, OK, on paye ça, mais derrière, est-ce que aussi la qualité aussi a augmenté, a pris en valeur? Suivi. Est-ce que l'investissement est là? Et pas toujours. Mhm. Alors effectivement, c'est peut-être politique ou pas, mais c'est là où, pour moi, se creuse en fait la chose. Qu'est-ce que vous en Je pensez? suis entièrement d'accord. Enfin, pardon, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Il y a un vrai problème, je vais finir là-dessus, pour laisser la parole à la dame. Frédéric, ça suffit. Tu es la dame. Je comprends, franchement, hein, je pense que tous les professionnels, hôteliers, restaurateurs, auraient aimé faire plus. Okay, c'est clair. On aurait aimé monter de gamme. Monter de gamme, ça veut dire faire plus de qualité, faire plus grand, faire plus beau, faire plus de services, c'est clair. On est confronté à une masse salariale qui est super importante sur nos territoires. Mais comment, est-ce que la masse salariale suffit à expliquer le fait que les hôtels soient plus chers ici en Martinique qu'en France, par exemple? C'est la même masse salariale? Oui, c'est la même. Alors, c'est pas tout à fait la même. C'est la même techniquement. C'est-à-dire que sur la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration, on est censé avoir les mêmes salaires. Oui. Sauf que sur certaines unités, donc sur certains hôtels particulièrement, il y a énormément d'ancienneté. Et donc, du coup, la masse salariale est beaucoup plus importante. Malheureusement, pour X raisons, je ne veux pas forcément développer, mais pour X raisons, on estime que la productivité sur le territoire national est plus forte que la productivité sur le territoire martiniquais ou caribéen de manière générale. Donc du coup, on a besoin de plus de personnel et on les paye plus cher. On les paye plus cher non pas par rapport à ce qui est la normalité, mais par rapport au fait qu'ils sont présents dans nos entreprises depuis beaucoup plus longtemps. D'accord. Et donc tout ça fait que la masse salariale est plus importante sur la Martinique. Ensuite, en termes d'utilisation du produit de l'établissement, les conditions climatiques qu'on vit en zone tropicale ne sont pas les mêmes qu'en zone continentale, donc en France. Et donc, de fait, les matériaux s'abîment beaucoup plus rapidement. Ça explique le problème d'infrastructures non Ça- renouvelées voilà. dont parlait M. Bonheur. Mais juste pas forcément, en fait, c'est entretenu, mais peut-être pas forcément entretenu. Il y a des choses qui ne vont pas super bien parce que, ben voilà, ça se casse beaucoup Dégrade, plus vite, ça se d'accord. dégrade beaucoup plus vite. Et je pense Allez-y. qu'en métropole, enfin,
sur le continent, il y a aussi des prix relativement élevés. Mais nous, en Martinique, nous sommes coincés parce qu'il y a cette tarification de l'approche sur la Martinique aussi qui fait que on ne peut pas trop se faire le yo-yo avec nos prix parce que le tarif aérien, il conditionne aussi le volume de touristes que nous recevons. Enfin bon là, on est sur les touristes martiniquais, mais enfin, on parle de la cherté de Oui. nos produits, Mhm. d'accord? Il y a ça aussi qui C'est entre en ça. ligne Qu'en de compte. pensez-vous, Madame d'Ispagne? De toute façon, on peut l'expliquer de plein de façons. Ce sont des serpents de mer, hein. Je crois que, bon, pour parler un petit peu d'historique, je ne suis pas convaincue que les hôtels et les infrastructures hôtelières aient été, mais c'est ma façon de voir, hein, peut-être que, parce que j'ai été assez longtemps hôtelière à Paris et en Europe, mais je n'ai pas la sensation, je te rejoins, hein, que ces infrastructures aient été mises au goût du jour très fréquemment. Parce que l'hôtellerie, à mon humble avis, et je ne crois pas que ça a été fait exprès, mais l'hôtellerie, c'est un métier. C'est-à-dire que les hôteliers à l'ancienne, si je puis dire, euh, ils m'expliquaient que sur la totalité de leur revenu, un tiers était, et c'est énorme, c'est conséquent, consacré à leur rénovation. C'est-à-dire que tous les 3 ans, mais maximum tous les 5 ans, les établissements hôteliers savent qu'il faut se rénover. Mhm. Et c'est un constat qu'on peut faire assez globalement sur les infrastructures hôtelières en Martinique. Il y a eu énormément de retard sur ces investissements de rénovation pour plein de raisons sur lesquelles on ne va pas nécessairement revenir, mais en tout cas, il y a eu des retards. Et le problème, c'est que l'hôtellerie n'attend pas. Quand un bien se dégrade, ce n'est pas, je vous donne un ordre d'idée, 300 000 euros qu'il faut réinvestir en rénovation, c'est 1,2 million ou 2 millions, puisque le bien a eu le temps de se dégrader. Mhm. C'est la loi de l'immobilier. Et donc, comme ces infrastructures, parce que ceux qui étaient dans l'hôtellerie n'étaient pas nécessairement des professionnels, des connaisseurs, des gestionnaires de patrimoine hôtelier, eh bien, les biens ont filé et aujourd'hui, on se retrouve avec, moi je le dis et je l'assume, un parc hôtelier qui est extrêmement vieillissant. Ça, c'est le premier, pour moi, c'est le premier aspect. D'accord. Le deuxième aspect, c'est qu'on a des sujets avec les fonds et avec les investissements. C'est-à-dire que même si aujourd'hui les hôteliers ont compris un petit peu la situation, on a des difficultés à acquérir des fonds et des aides. Et ça, c'est au niveau politique. Il y a eu des établissements qui ont été entièrement rénovés. Je peux donner des succès, je peux les nommer, le bambou, la pagerie, notamment grâce aux aides, parce que l'hôtelier ne peut pas tout faire tout seul ou le Ce sont des fonds restaurateur, européens? des fonds européens, des Mhm. fonds FEDER, et on voit le résultat, c'est-à-dire des établissements qui se tiennent, qui sont des établissements tout à fait propres sur eux, et ça, on n'aurait pas pu le faire sans l'effet de levier des fonds publics, Et finalement. ces fonds publics, les fonds européens, vous parliez du FEDER, est-ce qu'ils sont accessibles à tous? Bien, non seulement il se raréfie, ce sont les constats que l'on peut Oui. faire encore aujourd'hui, D'accord. et puis d'autre part, ce sont des dossiers qui relèvent un petit peu de l'usine à gaz. Donc ce n'est pas évident pour les acteurs du tourisme, notamment avec des infrastructures importantes. Et puis quand ils voient que certains fonds repartent ou menacent de Voilà, c'est ça. repartir ou ne sont pas affectés, là, ça finit l'histoire. Et puis je pense que le troisième critère, et c'est pour rejoindre le critère de la masse salariale, il faut expliquer que la Martinique la Martinique est très particulière sur cette masse salariale. C'est que autant sur des bilans d'exploitation dans l'Hexagone, on a allez, 40% de masse salariale, 40% du chiffre d'affaires, pour aller vite, hein, qui est Mhm. affecté à la masse salariale. En Martinique, on est sur une moyenne de 60%, pour la raison que vous avez évoquée, certes de fidélisation, mais surtout pour la raison de l'ancienneté. C'est parce que pour la raison de l'ancienneté, et puis pour la raison aussi on va dire de la productivité. Donc, et ça aussi, il faut le dire, la batelière a étouffé, a été asphyxiée, notamment pour des raisons de masse salariale et de conjoncture, plus la conjoncture des billets d'avion qui font que si vous n'avez pas l'appel d'air de vos prix moyens, que vous devez tout le temps dégrader vos tarifs,
nécessairement, vous ne pouvez pas maximiser votre chiffre d'affaires, puisque votre prix moyen, vous devez le baisser, donc la marge est de plus en plus faible, la marge se tarit, et on se retrouve avec une situation touristique qui est un petit peu difficile, mais qui est un vrai challenge, qui demande une vraie stratégie, on ne cesse de le dire, et qui a son issue parce que la Martinique est un joyau touristique. Alors, je me mets à la place du Zitata, hein, qui regarde, qui entend un peu ce que vous venez d'expliquer, Madame d'Espagne, et on pourrait, pourquoi pas, se poser la question suivante. Est-ce que, quelque part, sauver ces hôtels qui n'ont pas pu l'être, pour les sauver, est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être salutaire de se tourner justement vers les locaux, au lieu d'attendre sur le touriste qui prend l'avion, qui doit venir, c'est cher, etc. Est-ce qu'il y a peut-être pas, il a manqué une campagne tournée singulièrement vers le Martiniquais pour remplir un peu, non? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu quand même des opérations qui ont été menées, hein, Il y a eu? partir en D'accord. vacances en Martinique, etc., des week-ends qui sont offerts. Non, je crois que les hôteliers ont Ah oui? réagi quand même. D'accord. Oui, sûrement. Après, je pense qu'il y a une montée des infrastructures privées, comme sur Airbnb. Je vois énormément de villas de luxe. Enfin, on est vraiment sur du haut de gamme. Et donc, c'est l'impression que j'ai, vous avez peut-être confirmé ou pas, que ça commence à limite à avoir plus d'attractivité que, par exemple, les établissements hôteliers classiques. Donc, la question aussi peut se poser à ce moment-là, pourquoi, enfin, quelles sont les raisons. Mais en tout cas, de ce que je vois, ça peut être plus attractif pour certaines personnes. Pourquoi? Aussi parce que moi, personnellement, quand je vais à l'hôtel, au-delà de l'infrastructure, c'est le service. Le service en Martinique, on va pas mentir, c'est pas toujours top, autant au restaurant qu'à l'hôtel, etc. Il y a souvent un problème de qualification ou encore de formation des employés. En tout cas, moi, c'est ce qui me revient. Et je pense que sur ça, il faudrait aussi peut-être envisager une meilleur accompagnement du personnel, car je sais que des fois même, il y a des gérants hôteliers qui préfèrent embaucher des personnes d'autre Absolument, part, absolument. Oui. ce qui est quand même déplorable, mais qui quand même pointe une réalité au-delà de ça sur cet aspect service et aussi animation. Parce que quand je vais à l'hôtel aussi, c'est pour ça, voilà. Est-ce que vraiment les hôtels aujourd'hui sont animés? Je pense pas. Donc voilà, il y a plein de choses pour moi à prendre en compte dans... Alors, Le- cette question, elle est pour vous trois. On ne peut Non, pas mais passer alors, outre, non, non. parce que je l'ai beaucoup retrouvé aussi, le comportement des personnes quand ils servent, on vous balance la fourchette, etc., dans les restaurants. Oui, 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 ça Oui. revient, c'est beaucoup revenu. Qu'avez-vous à dire sur ça, Alors, messieurs, madame? moi, je reviens un peu sur ce qu'il disait Oui, sur c'est ça. en fait, le terme, le mot-clé là aujourd'hui, c'est l'expérience. En fait, les gens veulent avoir une expérience dans le pays. Ils ne viennent pas, effectivement, quand on est par exemple en all inclusive, en français, je sais plus, tout inclus, on est pratiquement dans les mêmes configurations à Punta Cana qu'à Barbados, éventuellement ici. Bon, et en fait, les gens ils veulent sortir de cela, ils veulent avoir une expérience. Alors, le privé leur apporte cette expérience parce que Tata, qui va aller voir, va recevoir quelqu'un à l'aéroport, qui va l'amener, il faut lui donner 2 acres à machin, lui couper un coucou le lendemain matin, etc. Mais c'est ça que les gens recherchent. Et ça, l'hôtel ne peut pas l'offrir. Or, cette dimension, cette orientation-là, elle est globale. Elle n'est pas seulement au niveau du tourisme martiniquais. Je la vois ailleurs, en Afrique, je la vois en métropole, au Canada. Les gens veulent avoir une véritable expérience. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que nous, on arrive à se caler. Après, oui, il y a la problématique du service qui est, bon, eh ben, on a pâti de ce genre de choses pendant longtemps, mais il y a des efforts qui sont faits pour passer outre. Alors, le fait de faire venir, pendant très longtemps, on a fait venir aussi des gens de l'extérieur, c'était par rapport au problème de langue. Donc, c'était plus facile, et on le voit beaucoup dans le tourisme de croisière. On a beaucoup de jeunes qui viennent de l'extérieur parce qu'ils
pratique la langue. Mais il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Mhm. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous acceptons de le faire? Moi, je sais que dans le domaine de la randonnée, il y a beaucoup de... Je forme des encadrants, des guides, etc. Il y en a quelques-uns qui disent, moi, je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'à 40 ans, je n'ai pas envie d'entrer dedans, etc. Alors qu'ailleurs, les gens font l'effort. Est-ce que Donc- le domaine de la randonnée, justement, est sous-exploité comme offre touristique en Martinique, selon vous? Pour les locaux, hein, j'entends, on reste Pour sur les la locaux, non. question. Je ne crois pas, parce que les locaux, justement, je pense même qu'il faut qu'on essaie de contrôler cela, parce que depuis le Covid, ils partent à l'assaut de tout, de toutes les cascades, de tous les petits coins qui existaient avant, mais que personne Et vous n'allait le voir. déplorez? Je le déplore parce que, en termes de protection de la nature, en Ah termes oui. d'environnement, il y a un impact, hein. Il y a des sentiers qui sont détériorés, il y a des sentiers qui s'ouvrent, il y a des espèces qui disparaissent parce que les gens ils veulent atteindre une cascade, mais il se trouve que là, on est en réserve biologique intégrale, par exemple, c'est le cas de la montagne Pelée, et c'est regrettable que tout le monde parte tout azimut partout. Voilà. Il faut l'encadrer. Donc, il faut encadrer. D'où Mhm. notre travail en fédération, on dit randonnée dans des clubs, parce que ça vous apporte un encadrement et puis une sécurité. Je ne vais pas entrer sur l'accidentologie, mais il y a énormément d'accidents en randonnée parce que les gens partent tout seuls dans n'importe quelle condition. Appeler les interventions d'hélicoptères, tout ça, c'est dû au fait que les choses ne sont pas encadrées. Mais c'est ça, est-ce que ces sentiers-là ne devraient pas être sécurisés pour le grand public? Parce que Alors, interdire l'accès, c'est un peu... alors j'aime bien parce qu'on en a discuté une fois avec Christophe et plusieurs Oui, fois parce que d'ailleurs. c'est peut-être pas Le assez problème, entretenu, non, mais le assez problème, alors, sécurisé. c'est peut-être pas un problème d'entretien. Alors, on est un peu Mhm. comme dans l'hôtellerie, on est confronté à une nature qui est tropicale. Alors, c'est pas exactement comme en France. Eux, ça pousse, ils ont forcément l'automne qui va tout nettoyer, et Ah ça oui. repart au printemps. Nous, on n'a pas ça. Mhm. Donc, on est tout le temps en train de se battre avec ça. On a des cyclones, on a des pluies tropicales qui sont différentes. Mais moi, la problématique, c'est le PIA, c'est à nous. Et le PIA, c'est à nous, donne un peu une espèce de liberté d'aller où on veut. On sait tous que la cascade dite de Didier est interdite, mais on a énormément de fréquentation sur cette cascade, mais aussi beaucoup d'accidents. D'accord? Et énormément de fréquentation, alors touristiquement parlant, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le touriste qui arrive, il a un GPX, il a pris sur un site, etc. La trace, il arrive, il ne demande rien à qui que ce soit, il ne prend même pas de guide. Il arrive, sa voiture l'emmène à l'entrée et il va sur le sentier, même s'il est interdit. Sur la montagne Pelée, une cascade Missouri, par exemple, c'est interdit d'aller là-bas, mais on a énormément de gens qui y vont. Alors, on ne va pas entretenir ces sentiers-là. Réellement, on ne va pas les entretenir parce qu'ils sont interdits. Alors après, les gens disent, ouais, monsieur, allez là, j'ai eu un accident parce que c'est pas entretenu. Non, mais c'est interdit. Ah D'accord? oui. C'est normal. Après, il y a des sentiers qui sont bien balisés. Et puis, ben, ils sont délaissés parce que les gens préfèrent faire des choses folles. Partir à Voilà, l'aventure. partir à l'aventure. Alors justement, si vous aviez à proposer à nos Itata une randonnée coup de cœur ou 2 randonnées coup de cœur, ce seraient lesquelles? Moi, j'en ai tellement, mais moi, j'aime bien les randonnées qu'on a développées autour la spirit rando, qui permet à la fois de découvrir le patrimoine autour de l'industrie Mhm. roumière, etc. Et donc, de nouveaux sentiers qui tournent autour de nos distilleries, où on voit un peu l'interaction qu'il y avait entre les distilleries et puis la ville, parce que un sentier, ce n'est qu'une trace de mouvement. Il y avait des gens partaient de certains quartiers, ils allaient travailler là, ils faisaient des traces à l'époque. Bon, elles ont disparu parce que tout le monde va en voiture. Même les traces qui nous menaient sur des mornes, elles ont disparu parce que l'agriculteur ne va que là où son 4x4 arrive aujourd'hui. Mhm. Il ne va plus mettre son bœuf à 3 km plus haut. Donc, on a cette problématique-là. Mais nous, on essaie de retrouver ces traces parce que c'est notre histoire. C'est comment on allait de là à là. Peu de gens savent le nombre d'habitations qu'il y avait entre Pricheur et Grand-Rivière. Donc voilà une randonnée coup de cœur. Il y avait énormément d'habitations qui ont disparu, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de circulation entre les deux. Alors, si nos Itata cherchent à découvrir ce dont vous parlez, comment ils font pour vous joindre? Ou est-ce qu'il y a... Vous appelez le comité de randonnée pédestre. Nous, on a un guide avec pas mal de randonnées de la Martinique, il y en a 34. Nous avons aussi le référencement de tous les guides de la Martinique, donc qui peuvent faire des interventions en anglais, en français, etc.
Et puis, je crois qu'il est important de parler aussi, en coup de cœur, de la randonnée du Robert Ajoupa-Bouillon, Robert Basse-Pointe, qui est le sentier littoral nord-atlantique, qui est un sentier d'itinérance. Donc là, on parle de tourisme, parce qu'on parle de nuitée. Donc les gens partiront du Robert, ils iront vers Sainte-Marie, vers Trinité, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, tout ça, et en logeant éventuellement chez l'habitant ou ailleurs. Et là, on parle de tourisme pour les Ah oui, Martiniquais. Donc carrément. voilà un outil D'accord. qui Et tout ça, répond à la c'est question, le tourisme en Martinique est-il possible pour les voilà, c'est Martiniquais? ça. Donc, c'est organisé par par l'association Alors, ou... nous, on a mis en place le sentier. Après, Mhm. les gens, ils le font eux-mêmes parce que le sentier est balisé et qu'ils peuvent arriver jusqu'au bout. Alors, ils peuvent nous demander pour avoir des informations sur les hébergements et Et vous tout. avez des Martiniquais, des familles qui jouent le jeu, qui Absolument, acceptent absolument, d'accueillir chez eux des touristes extérieurs comme des résidents? absolument. Si- Comme des si, résidents, oui. oui. Mais s'ils payent, oui. Ah ben oui, bien sûr. Bien Alors, sûr, ils C'est sont pas Pékin payés. Express, en fait. Alors, C'est pas... encore une Ah oui, fois, pour d'accord. répondre à cette question tourisme martinique et des principes martiniquais, je crois qu'on a encore quelques efforts à faire quand même en matière d'hébergement, notamment sur tout ce qui est camping, etc., enfin, hébergement de courte durée. Il Mhm. se trouve que les, les hôteliers, eux, ils vont prendre quelqu'un pour une nuitée, mais le Airbnb prend rarement pour une fois. Ils disent que, bon, finalement, vous mettez à disposition un appartement, c'est 3 nuitées minimum. Oui, D'accord. Et quand vous êtes randonneur, et que vous allez d'un point à l'autre, en fait, vous ne vous arrêtez pas 3 jours à Trinité, puis 3 jours à Sainte-Marie. Donc, en fait, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'on ait des bivouacs, des zones de campement où les gens peuvent mettre leur tente éventuellement et qui continuent. Parce que je sais qu'il y a des municipalités qui n'aiment pas, se disant oui, mais moi, camping sac à dos, ça ne me rapporte rien. Moi, j'ai entendu, il y a des maires qui me l'ont dit. Mais les retombées touristiques sont quand même assez importantes. Je veux dire, à partir du moment où ces gens viennent, les touristes viennent, ils prennent l'avion, venir en Martinique, et qui fréquentent nos sentiers, il y a des retombées. Le Martiniquais aussi, qui lui ira passer une nuit à Sainte-Marie, qui va sûrement aller dans un restaurant, repartir demain, il ira dans une épicerie, ce sont des retombées économiques. Donc, il faut qu'on mette des infrastructures pour qu'on puisse permettre à la d'accord. randonnée de s'épanouir. D'accord. Une question. Est-ce que vous pensez réellement que les Martiniquais en général connaissent la richesse de l'île? Alors, justement, j'allais rebondir dessus pour savoir, par exemple, si vous travaillez de concert avec les établissements d'accueil, les hôtels, etc. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas forcément de synergie entre tous ces établissements-là. Mhm. Par exemple, dernièrement, j'étais à Saint-Martin et j'étais surpris d'avoir qu'il y a une application où tu peux retrouver toutes les activités selon les catégories. Ou quand tu vas à l'hôtel, tu as une bande d'accueil avec, en fonction de ce que tu veux faire. Voilà, le soir, tu peux aller là, le soir, tu peux faire ça. Et ici, j'ai l'impression que chacun fait un peu les choses de son côté, mais il n'y a pas forcément donc cette synergie, comme je le disais. Et puis, ben, ma casquette de communicant, hein, aussi au niveau de la communication, qui n'est pas toujours pensée, qui est toujours, alors, qui pour le coup, qui est plus pensée internationale que locale, puisqu'on ne se dit pas premièrement qu'on veut attirer les locaux. Donc, Mhm. peut-être mettre en place une politique locale, enfin, pour les locaux, de communication pour les locaux, mais aussi à Monsieur l'international. Bonheur, est-ce que quelque part, désolée de vous interrompre, mais cette question, comme je les oublie assez vite, Ouais. je préfère vous la donner tout de suite. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que, désolée, hein, vraiment, on est fort causé, j'essaye de ne vexer Mhm. personne ou de ne froisser la Non. susceptibilité de personne. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas, on choisit le public vers qui on se tourne, on investit parce qu'ils ont plus d'argent. Ceux qui viennent de l'extérieur, ils ont peut-être plus de moyens que ceux qui sont... Désolée, vous en pensez quoi? C'est Là, une vraie question, je hein? ne suis pas convaincu. En fait, ça fait des années, bien longtemps, que les professionnels en Martinique, quels qu'ils soient, Mhm. savent très bien que la population locale est essentielle à, aux résultats économiques de leur entreprise. Elle est D'accord. essentielle, en fait. Euh, alors, bien évidemment, quand on est en pleine saison touristique, moi, ça m'arrive assez fréquemment dans mon établissement, les touristes réservent les restaurants. Donc, quand un samedi soir, je suis complet depuis 2 jours et que j'ai des Martiniquais qui arrivent sans réservation, ça me désole de leur dire je suis désolé, on est complet, il faut réserver, on est en pleine saison touristique, on est complet depuis une semaine, on est complet depuis 4 jours, etc. Donc, dans la communication
que j'ai fait jusqu'à maintenant, dans tous les spots radio, parce que j'en ai fait quand même pas mal en termes de communication locale, je disais de manière systématique, réservé. Parce que je suis martiniquais. Quand je vais dans un restaurant, la plupart du temps, je ne réserve pas. Je me prends comme ça un coup de tête, il est 19h, tiens, j'ai faim, Ouais. et les gars, on doit aller là. Mais il faut avoir, malheureusement, peut-être, Faut ou avoir heureusement, des un certain nombre habitudes. d'habitudes Voilà. qui sont les mêmes dans le monde entier, en fait. On ne peut pas se dire, OK, on est en Martinique, donc la Martinique, c'est unique, on doit garder nos habitudes. Non, tu réserves, tu fais des recherches, tu t'intéresses. Les Martiniquais qui ont envie de découvrir leur pays sont de plus en plus nombreux. Donc ils vont dans des randonnées, ils vont tracer des randonnées s'il le faut, ils vont visiter des sites, ils vont dans certaines plages dans lesquelles on n'allait pas, ils vont dans certains restaurants, ils ont envie de choses un peu différentes également. Euh, donc ils sortent de plus en plus, les Martiniquais de manière générale. Et je persiste sur ce que je dis, la communication qui est faite, que ce soit par les hôteliers ou par les restaurateurs, il y a pas, alors les restaurateurs ne communiquent pas énormément, malheureusement, mais elle est destinée principalement à la clientèle locale. Alors, ma question, permettez-moi d'insister là-dessus, Monsieur Vekrobeck, Madame Desmagne, parce que en fait, tout récemment encore, j'ai eu cet échange avec un professionnel qui me disait qu'elle faisait, elle faisait des photos et elle montrait à ses amis et les gens à chaque fois systématiquement lui disaient mais tiens c'est beau ça, c'est où? Et ça l'interpellait parce que c'était assez récurrent comme question. À chaque fois, il avait des questions et pourtant des spots assez censés être connus par tous en Martinique. Elle me disait Clara, les Martiniquais ne connaissent pas la Martinique. Les spots les plus... Ils ne savent pas où tel endroit se trouve. C'est pour ça que j'insiste. Est-ce que vous pensez que c'est une idée arrêtée, Ils sont de préconçue? plus en plus curieux. Alors, quand je dis ils sont de plus en plus curieux, ça veut dire qu'ils ne l'étaient pas vraiment avant. D'accord. Il y a des coins, je suis sûr que vous êtes dans le même cas et qu'on est quasiment tous dans le même cas, il y a des coins que des touristes vont nous dire tiens, je suis allé là. Je dis où ça? C'était où? C'est arrivé à chacun d'entre nous. Ou des restaurants, où tu connais telle adresse? Je ne connais pas. Alors, mais c'est normal en fait. Enfin, c'est normal. J'estime que c'est normal parce que quand on vit dans un pays, c'est comme quand je vais à Paris, je vais montrer des choses à certains Parisiens. Mais quand on vit dans un pays, on est un petit peu habitué au pays, on va se dire bon ben non, je vais pas aller à la plage tous les jours, ou je vais pas faire le tour de la Martinique des plages. Enfin voilà quoi, on est dans le pays. C'est dommage, mais c'est une réalité. Et c'est aux Martiniquais s'ils ont envie de sortir, il faut vraiment qu'on soit tous conscients que tout nous est ouvert en Martinique. On n'est pas dans certains pays où il y a des zones qui sont cachées, qui sont interdites, hormis pour des questions de sécurité, bien évidemment. On peut tout faire en Martinique, tous les loisirs sont ouverts en Martinique pour tous les Martiniquais. J'ai envie de vous entendre, Madame Desmagne. Juste une seconde. Je pense que Si j'arrive à en placer une. Non, mais Seule femme du plateau. les offices du tourisme, je lui passe la parole après, les offices du tourisme intercommunaux font un travail quand même pour promouvoir les territoires. Donc aujourd'hui, on entend parler de certains coins, etc., parce qu'il y a un travail qui est fait, et des randonnées qui sont organisées, des tours qui sont organisés, et ça, c'est à destination des Martiniquais. D'accord. Dites-nous, Madame Desmagne, qu'en pensez-vous? Sur Ce que vous voulez, ce qui a été dit, en tout cas jusque-là, effectivement, on ne vous a pas entendu beaucoup sur les deux dernières questions. Oui. Je crois qu'il y a, encore une fois, j'aime bien revenir à l'histoire du tourisme. Et je ne crois pas qu'on ait une tradition en Martinique du tourisme. Voilà. J'insiste parce que quand on écoute un petit peu certains chroniqueurs, certaines chroniques du tourisme dans la Caraïbe, on voit très bien qu'il y a des îles qui sont historiquement marquées, et il faut le dire, hein, par le tourisme, comme Cuba, comme la Jamaïque, comme Barbade, qui ont tout de suite, enfin, qui ont rapidement pris le pli depuis les années 60 du tourisme. Et nous, finalement, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu indulgent avec nous-mêmes parce que je pense qu'on est vraiment rentré dans la course dans les années 80, voire 90. C'est ça la réalité. Pour quelle raison? Parce que pendant de longues années, il y a eu dans les Outre-mer, enfin, le tourisme a commencé, si vous voulez, par les cargos qui
qui véhiculait les marchandises. Ça remonte à années 50-60. Et donc, les touristes, notamment anglais ou européens, descendaient des cargos pour visiter les îles. Donc, ils pouvaient visiter toutes les îles, y compris Saint-Martin, qui n'était pas véritablement encore dans le radar français. D'ailleurs, les Saint-Martinois disent « Heureusement, la France nous a oubliés quelque temps. Maintenant, elle se souvient de nous. » Et donc, il y a eu cet ancrage de ces visites de tourisme. Et en Martinique, le tourisme était, et en Guadeloupe, les barrières douanières faisaient que les cargos ne pouvaient pas rentrer sur nos territoires. Et donc, le tourisme n'a pas pu se poser dès le départ, contrairement aux îles voisines, etc., anglo-saxonnes, néerlandaises. Voilà. Et non seulement donc, ça a commencé à donner un pli touristique, ça a donné une expérience, et puis on voit très bien que ces îles ont très tôt développé un tourisme culturel extraordinaire, tourisme musical, tourisme d'histoire. Voilà, je vous dis Cuba, vous pensez salsa, je vous dis Jamaïque, vous pensez reggae. Voilà. Et donc ça, c'est très important à signaler. Ensuite, quand ces territoires, c'est-à-dire nos territoires, pardonnez-moi, Martinique, Guadeloupe, se sont davantage ouverts, c'était beaucoup plus du tourisme, finalement, du tourisme climatique. En fait, la Martinique a commencé par du tourisme de la montagne pelée. Les touristes étaient généralement des personnes un peu malades, qui avaient des problèmes respiratoires et qui venaient à la montagne pour pouvoir respirer. Et la montagne pelée était une sorte de guérisseuse, de grande guérisseuse des touristes européens. Et puis ensuite, au fil de l'eau, nous avons, notamment dans les années 80, nous avons pris le virage du tourisme avec, encore une fois, pas nécessairement d'expérience professionnelle et pas nécessairement non plus de contact avec le touriste depuis très longtemps. Donc, je voudrais qu'on comprenne bien que nous ne sommes pas aujourd'hui avec le recul que d'autres îles peuvent avoir, mais qu'en même temps, ces îles que tu as mentionnées, elles peuvent servir d'exemple, elles doivent beaucoup plus servir d'exemple d'ailleurs. Les stratégies touristiques de certaines îles, à mon avis, doivent être dupliquées. Et si on n'a pas la stratégie politique derrière, qui est puissante, qui est synthétique, qui ne va pas dans tous les sens, elle va alors emmener les acteurs du tourisme, les acteurs opérationnels vers le chemin, y compris les résidents, les locaux, qui sont les premiers touristes de leur territoire. Wow. Messieurs? Pas beaucoup, mais... Voilà, alors moi, j'apprécie cet Absolument. aspect historique, cette approche, mais il y a aussi une dimension politique. Parce que je travaille à Sainte-Lucie, et à Sainte-Lucie, quand une décision doit être prise, vous êtes dans le bureau du ministre, il appelle, et puis paf, et tout de suite c'est fait. Donc les orientations sont prises. Nous, on est encore dans un schéma qui part, qui revient, etc. Et il y a des décisions à prendre, on ne peut pas les prendre, il y a un délai qui est beaucoup plus long. Donc l'évolution de notre tourisme tient compte de cela aussi. Mais c'est vrai que, et puis, je ne veux pas dire qu'on a d'autres alternatives, mais eux, ils n'ont pas le choix. Quand Barbade décide, vous êtes allé à Barbade, il n'y a pas grand-chose, à part un peu de rhum, etc. Et puis des plages, mais ils exploitent ce qu'ils ont, mais ils y vont à fond. Bon, Sainte-Lucie n'a pas la même configuration que la Martinique. Sainte-Lucie a compris très vite qu'il fallait qu'ils entrent dans le culturel, etc. Ils ont fait des festivals de jazz, ils sont entrés dans le tourisme de honeymoon. Lune de miel. Lune de miel, nous on a essayé. Ça ne marche pas, ils sont ancrés dedans depuis trop longtemps. Ça ne marche pas chez nous. Parce que ce n'est pas le même destination. principe. Ce ne sont pas le même principe. Le mariage ici répond à d'autres conditions. Chez eux, ils font venir quelqu'un, paf, les gens se marient rapidement, ils repartent, comme à Las Vegas. Donc, on n'est pas dans le même format. Mais n'empêche que ils ont trouvé des solutions qu'il fallait. Et je crois qu'en voyageant dans la Caraïbe, je vois qu'ils ont tous trouvé des solutions, mais ils ont pris des décisions eux-mêmes très rapidement. Très bien, merci Monsieur Vicrobec. On va passer tout de suite, avec le très peu de temps qui nous reste, à la tribune digitale. À tout de suite. Voilà, alors notre tribune digitale, c'est donc une question d'un téléspectateur, un fidèle de Zitata, que je salue, qui reconnaîtra sa question, qui dit « Il faut une vraie carte de résident pour des tarifs préférentiels ». Ça rejoint ce que nous disions en début d'émission. Qu'en pensez-vous de cette proposition de carte de résident? C'est faisable? On parlait de décision politique. C'est faisable ou pas? À ma connaissance, légalement, malheureusement, Non. dit comme ça, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas possible. À ma connaissance. Après, on peut toujours poser la question au préfet.
je vous laisse le soin de le faire, mais à ma connaissance, ce n'est pas possible. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans la pratique, on parlait des Corses. En Corse, oui, il y a des tarifs qui sont pratiqués pour les résidents. Et en plus, ils sont bien arrivés à se battre pour que la continuité territoriale se fasse dans de bonnes conditions. Nous, on n'y arrive pas. Donc, c'est encore une fois une volonté politique quelque part de faire avancer les choses. Pas que politique, en fait, c'est un grand débat. Je ne veux pas Oui, trop mais me il y lancer a de là-dedans. ça Mais aussi. c'est Non, on peut essayer de répondre courtement. C'est quand même une question d'un téléspectateur. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en fait, Mhm. le cas de la Corse, c'est un cas à part. Les choix politiques et la façon dont ils sont arrivés à obtenir certains résultats est très différente de ce qu'on a fait sur nos territoires, que ce soit en Martinique ou même en Guadeloupe. Donc bon, après, chacun... Ils disent que la fin justifie les moyens. Oui, oui, on connaît les moyens voilà. utilisés. Non, Madame Dispel? ok. Alors, je pense vraiment que au-delà, je comprends bien la question, hein, et au-delà du simple tarif, des moins 10%, tu es résident, enfin, quand bien même, je pense qu'on devrait développer, même si la bonne volonté est présente, mais beaucoup plus d'offres à destination des résidents. Je m'explique. Quand je vois certaines offres hôtelières avec la journée, le pass journée, on sait très bien que c'est une offre résidente déguisée. Quand je vois que certains restaurants, je te rejoins, sur juste un créneau midi 14 heures et puis c'est tout, alors qu'on pourrait avoir une plus grande amplitude, ce qui favoriserait, de toute façon, plus certes de touristes, mais plus de locaux il faudrait, je trouve, ouvrir l'amplitude et la fréquentation des sites touristiques et de loisirs, parce que ça permettrait à tout un chacun de pouvoir en profiter, notamment les hébergements touristiques qui ont à forte valeur ajoutée, qui ont les services et l'infrastructure qui les rend possibles. Je comprends bien qu'un restaurateur ne peut pas tout payer un salarié 24 heures sur 24, mais je crois qu'un hôtel fonctionnant 24 sur 24 pourrait justement s'organiser pour faire des offres et ça se fait de plus en plus. Ça se D'accord. fait véritablement de plus en plus. Je conseille vraiment à nos téléspectateurs de se rendre davantage, non pas sur Booking ou sur, je ne vais pas tous les citer, Airbnb, il faut que j'en cite 3, mais sur le site officiel des établissements, parce que très souvent, c'est sur ces sites officiels que se trouvent ces offres. Super, merci. Une petite conclusion très courte de chacun d'entre vous. Joanne, on va Alors, commencer avec vous. pour Joanne revenir sur mon Dispel. expérience en tant que guide touristique pour les bateaux de croisière, Très courte. entre 2024 et 2025, c'est 450 000 croisiéristes. Vous vous promenez à Fort-de-France, un croisiériste vient vous voir, qu'est-ce que je peux faire en Martinique? Qu'est-ce que vous allez répondre? Waouh! Question qui vous est posée chez Azitata, Monsieur Vicrobec. Oui, moi je suis Comment? très optimiste. Je pense que contrairement à ce que tu penses, les professionnels se regroupent au sein de certaines institutions, certains organismes, et que le produit se définit pour les Martiniquais. Super, merci beaucoup. Monsieur Lupon? Je ferai que répéter. En fait, on ne fait que progresser. C'est vraiment ça. On augmente nos qualités, on accueille de plus en plus. Alors, bien évidemment, le tourisme, parce que c'est de ça dont on parle, un Martiniquais qui veut faire du tourisme a plus intérêt à sortir de la Martinique. Mais il peut faire du tourisme sur le territoire. Super. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Lupon, Madame Dispel, on va finir en beauté avec vous. Je crois aussi être une professionnelle du tourisme, hein, puisque j'ai un meublé de tourisme dans le centre-ville depuis bientôt 8 ans, qui ne désemplit pas le centre-ville de Fort-de-France. Et je sais que les touristes ont soif de nous. Est-ce que nous avons soif d'eux? Voilà. Super, à chacun de répondre à cette question. Merci à vous. Une phrase que je tenais à vous dire chez Azitata, un tourisme qui oublie ses habitants finit toujours par perdre son âme. Et d'après nos professionnels, ce n'est pas le cas. Donc profitons-en, profitons de cette belle carte postale qu'est notre île. Bonne soirée et à la semaine prochaine.